Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz, de Neutrality Studies. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, car je fais habituellement des analyses politiques seul. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi mon ami et collègue, Timurjin Ganbatar. Jin est médecin au Japon. Il y a 2 ans, nous avons écrit ensemble un chapitre dans un livre sur la politique étrangère mongole. Il est l'un de mes experts de référence en ce qui concerne les affaires mongoles. Bien qu'il ne travaille pas dans le domaine des politiques, il garde un œil très attentif sur son propre pays et sait beaucoup de choses sur ce qui s'y passe. Et il examine des événements comme ce qui s'est passé récemment lorsque Vladimir Poutine a visité la Mongolie. Il s'y est rendu non seulement pour des discussions de haut niveau, mais aussi pour signer quelques accords bilatéraux. La communauté internationale est assez contrariée, car la Mongolie est signataire de la Cour pénale internationale, CPI, et du statut de Rome. Selon les règles de la CPI, la Mongolie aurait été tenue d'arrêter Vladimir Poutine, mais cela ne s'est pas produit. Il y a beaucoup de discussions sur ce que cela signifie pour le droit international et les relations bilatérales. Par conséquent, je veux en discuter avec vous. Jin, bienvenue dans l'émission. Thank you very much for having me today. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Oui, beaucoup de gens sont contrariés par ce qui s'est passé en Mongolie. Ils disent que la Mongolie a renoncé à ses obligations envers la Cour pénale internationale. Ils soutiennent que c'est un pas en arrière dans l'établissement de la justice universelle. Même le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a écrit sur Twitter qu'il travaillerait avec ses partenaires pour punir Ulaanbaatar pour ses actions. Cela n'a pas de sens, parce que, comme vous l'avez mentionné, la visite avait de nombreuses implications, surtout dans un sens bilatéral. Avant de plonger dans le sujet principal, il est préférable de commencer par regarder une carte. La Mongolie est située entre la Russie et la Chine. C'est 2 seuls voisins. Maintenir de bonnes relations avec eux est tout simplement logique. Imaginez arrêter Poutine à son arrivée à Ulaanbaatar. Dans quel genre d'univers cela a-t-il du sens? Oui, car il pourrait sembler que la Mongolie est une 3e frontière avec le Kazakhstan. Mais ce n'est pas le cas. La Mongolie est un grand pays, mais elle est coincée entre 2 géants. Elle n'est qu'à 32 km du Kazakhstan, mais il n'y a pas de frontière directe. Peut-être est-ce pour cette raison que Vladimir Poutine a choisi la Mongolie comme premier pays de la CPI à visiter. Il est clair qu'il serait en sécurité là-bas. Même s'il était arrêté, comment le ferait-il sortir du pays et l'amènerait-il à la Haye? De plus, il est hypocrite pour l'Ukraine de demander à la Mongolie d'arrêter Vladimir Poutine, car l'Ukraine n'est pas membre de la CPI. Et même lorsqu'ils l'ont ratifié, ils ont ajouté une condition stipulant que leurs soldats ne seraient pas condamnés pour crimes de guerre. Donc cette carte montre les pays qui font partie du statut de Rome et sont liés par les règles de la CPI. Le vert indique les pays qui l'ont signé et ratifié. L'orange représente ceux qui l'ont signé, mais s'en sont ensuite retirés. Le jaune signifie qu'ils l'ont seulement signé, mais ne l'ont pas ratifié. Vous dites que l'Ukraine l'a effectivement ratifié le mois dernier. Oui, en août. Mais ils ont inclus une conduite exempte ses propres soldats d'être soumis à ces règles, comme un astérisque. Précisément. Depuis 7 ans, ils ne veulent pas que leurs soldats soient condamnés pour crimes de guerre en Russie ou en Ukraine. C'est vraiment le comble de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Faire ces demandes, alors qu'il y a aussi des voix aux États-Unis qui font de même. Bien que je n'ai pas suivi de déclarations officielles, la pression sur Ulaanbaatar était assez forte, n'est-ce pas?
Oui, de la Cour pénale internationale et de l'Ukraine. Ce sont les deux seules déclarations officielles que j'ai faites à propos de la situation. Cependant, il y a eu de nombreuses déclarations non officielles des ambassades occidentales à Oulan-Bator. Elles ont exprimé leur soutien à l'Ukraine et condamné l'agression russe. Oui, je le pense. Le point est que les accords qui ont été conclus étaient assez intéressants. Si nous regardons celui-ci ici encore, sur la page d'accueil du Kremlin, c'est une nouvelle de première page. Il y a au moins 2 ou 3 articles à ce sujet, entre autres, discutant de ce qui a été dit lors de ces réunions. Je pense que l'atmosphère était extrêmement amicale. Votre président, qui est le chef de l'État, pas le chef du gouvernement. Nous avons un premier ministre. C'est plus comme le système français, mais le président est la figure la plus en vue. C'est plus parlementaire que le système français, similaire à la relation entre la Grande-Bretagne et la France, je dirais. D'accord, c'est la partie importante. Ils ont eu une réunion très amicale et votre président a prononcé un discours assez long. Il a dit des choses comme « Je suis heureux de constater que les relations amicales traditionnelles et la coopération entre les peuples de nos pays en tant que voisins éternels se sont renforcées au fil du temps. » C'est le genre de langage qu'aucun pays d'Europe occidentale n'utiliserait en ce moment. Le fait est que la Mongolie n'est pas une dictature. Elle ne s'inscrit pas dans le cadre des autocraties maléfiques contre les bonnes démocraties, parce que la Mongolie est une bonne démocratie et entretient des relations très amicales avec son voisin éternel. Oui, je veux dire, ce langage est assez intéressant, car il fonctionne très bien en mongol, et c'est une traduction anglaise. Donc, c'est un peu difficile de saisir la véritable nature de cette phrase. Mais voisin éternel est une expression couramment utilisée en mongol concernant la Russie et la Chine. Comme je l'ai dit auparavant, c'est un fait géopolitique et géographique. Vous ne pouvez pas simplement déplacer votre pays à travers l'océan. Vous devez composer avec vos voisins. C'est du bon sens. Vous ne pouvez pas espérer vivre en paix si vous avez toujours des problèmes avec vos voisins. C'est la priorité numéro 1 pour le gouvernement mongol, je pense. Bien que le gouvernement mongol ait cette politique dite du troisième voisin, où il vise à créer métaphoriquement des liens plus étroits avec d'autres pays, comment pensez-vous que cette visite impactera cette politique? Eh bien, la politique du troisième voisin est une partie importante de la politique étrangère de la Mongolie. Historiquement, en regardant la géographie, la Mongolie a été prise en sandwich entre 2 géants depuis la fin du XVIIe siècle, pendant les 300 dernières années. Elle n'avait que 2 voisins, sauf brièvement avec les États marionnettes japonais au début du XXe siècle. Elle n'a jamais eu de troisième voisin au cours des 300 dernières années. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique en 1990 que la Mongolie a vraiment commencé à développer sa propre politique étrangère. La politique du troisième voisin était une partie vitale de la stratégie de la Mongolie, car il comprenait à quel point il avait été difficile, au cours des siècles précédents, d'être pris en sandwich entre ces 2 géants. Il devait trouver un moyen de se connecter avec le monde extérieur. La politique du troisième voisin inclut des pays comme les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Elle implique également d'anciens pays amis, comme le Vietnam, la Corée du Nord et la Turquie. Ces pays ne sont pas traditionnellement étiquetés comme des démocraties occidentales, mais ils font tous partie de la politique du troisième voisin de la Mongolie. Vous avez le dialogue d'Oulan-Bator, qui est organisé chaque année,
et la Corée du Nord en fait généralement partie. La Mongolie est un pays démocratique au cœur de l'Asie du Nord-Est. Elle entretient de bonnes relations avec des démocraties comme le Japon et la Corée du Sud, ainsi qu'avec des autocraties comme la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Cela sert d'exemple contraire, montrant comment de bonnes relations peuvent exister entre différents systèmes politiques. La Russie et la Chine ne se soucient pas que la Mongolie soit une démocratie. Ils ne cherchent pas à renverser le gouvernement mongol. Précisément. Je pense que c'était il y a presque une décennie que le président Xi a effectué une visite d'État en Mongolie. Il s'est adressé au Parlement mongol et a prononcé un discours important, affirmant que la Chine respectera toujours la voie de développement choisie par la Mongolie. Cela signifie essentiellement que la Chine fera ses propres choix et la Mongolie fera les siens. Nous respecterons ce que vous choisissez. Et jusqu'à présent, ils ont tenu cette promesse, n'est-ce pas? Au cours des 30 dernières années, personne n'a tenté de renverser le gouvernement de la Mongolie. Eh bien, pas ouvertement, mais il pourrait y avoir une certaine ingérence électorale influençant les élections. Cependant, cela arrive partout tout le temps. C'est juste intéressant. Il n'y a pas encore eu de coup d'État soutenu par la CIA ou quelque chose de ce genre. C'est exactement ce que je veux dire. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec un universitaire indien et nous avons parlé du Sri Lanka, du Pakistan et du Bangladesh. Tous ces pays ont récemment connu des coups d'État sous une forme ou une autre, qui ont été soutenus, du moins rhétoriquement, par les États-Unis. Cependant, quelque chose de similaire ne se produit pas en Asie du Nord-Est, en ce qui concerne la relation de la Mongolie avec la Chine et la Russie. La Mongolie coopère en fait avec les deux pays, n'est-ce pas? Oui, précisément. En regardant l'histoire, l'État moderne de la Mongolie est étroitement lié à l'idée d'être neutre ou de servir de zone tampon entre la Chine et la Russie. C'était la principale raison de l'octroi de l'indépendance à la Mongolie au début du XXe siècle. Les deux pays voulaient éviter d'avoir une frontière directe l'un avec l'autre. Ils ont donc préféré un État tampon entre eux. Cela a marqué le début de l'État moderne mongol. Et cela continue de refléter cette perspective historique. Il est important de comprendre que, bien que la Russie et la Chine entretiennent actuellement de bonnes relations, cela n'a pas toujours été le cas. Historiquement, la Russie et la Chine ont eu de nombreuses divergences. La Mongolie a servi de zone tampon, même à l'époque où la dynastie Qing et la Russie tsariste existaient. Il y avait un accord pour maintenir cette zone tampon. Une fois que cela a changé, l'ingérence de l'autre côté a commencé. Bien que la Mongolie intérieure fasse maintenant partie de la Chine, il n'y a pas de question sur le fait qu'elle devrait rejoindre la Mongolie. Les frontières actuelles sont claires, et cette zone tampon bénéficie à la fois à la Chine et à la Russie. Oui, précisément. Comme vous venez de le dire, la Russie et la Chine étaient en désaccord dans les années 1980, ce qui est assez récent en termes de géopolitique. La Mongolie, dès le début, pendant la dynastie Qing, faisait partie de la dynastie Qing pendant presque 2 siècles. Pendant ces 2 siècles, les Qing ont gouverné la Mongolie comme une région quasi autonome. Il n'y avait pas de migration massive de Han ni d'interférences significatives. Ils étaient en grande partie laissés à eux-mêmes. Cela a commencé à changer au début du XXe siècle. Pendant la rébellion des Boxers, la dynastie Qing a été plongée dans le chaos dans les années 1910, juste avant la Révolution. C'est à ce moment-là que la dynastie Qing a essayé d'interférer dans les affaires internes de la Mongolie et a tenté de commencer des migrations massives de Han.
C'est alors que la Russie tsariste est intervenue, comme vous l'avez souligné. Cela a toujours été une zone tampon, et les deux parties le comprenaient. L'élément intéressant est que l'Union soviétique a maintenu ce statut. Parfois, la Mongolie est appelée la 16e République, mais elle n'a jamais été réellement incorporée. La Mongolie était pour l'Asie du Nord-Est, ce que la Pologne ou la Hongrie était pour l'Europe de l'Est. C'était un État satellite, politiquement très dépendant de Moscou. Cependant, juridiquement parlant, elle a toujours été maintenue indépendante. La Mongolie avait son propre type de dictateur stalinien qui a fait beaucoup de mauvaises choses, mais ce n'était pas comme l'Ukraine ou la Biélorussie, qui faisaient partie intégrante de l'Union soviétique. Oui, pendant la période soviétique, l'idée de neutralité était biaisée. La Mongolie était si étroitement liée à l'Union soviétique qu'elle était parfois appelée la 16e République. Oulan-Bator était fortement dépendante de Moscou et sa politique étrangère était essentiellement dictée par Moscou. Les ordres ministériels étaient d'abord rédigés en russe à Moscou, puis envoyés à Oulan-Bator pour être traduits en mongol pour publication. Cela illustre à quel point la Mongolie était dépendante. Une armée soviétique entière était basée en Mongolie jusqu'à la révolution des années 1990, au cas où une guerre éclaterait entre l'Union soviétique et la Chine. La Mongolie a eu du mal à maintenir sa neutralité pendant la seconde moitié du XXe siècle. Si vous regardez la dépendance de la Mongolie vis-à-vis de la Russie et de la Chine, c'est intéressant. À l'heure actuelle, où les relations entre la Russie et la Chine sont fortes, la Mongolie semble avoir quelque chose à y gagner. En se référant aux informations sur la page d'accueil du Kremlin, le discours traduit de votre président indique qu'à la suite de leurs entretiens, les deux parties ont signé un accord entre le gouvernement de la Mongolie et le gouvernement de la Fédération de Russie. Cet accord porte sur la coopération dans l'approvisionnement en pétrole et produits pétroliers et inclut le développement de la documentation de projets pour la reconstruction de la TPP-3 à Oulan-Bator. La TPP-3 est-elle l'oléoduc? C'est une centrale électrique. C'est une centrale électrique. Nous nous sommes également concentrés sur le projet de centrale hydroélectrique qui est en discussion depuis des années. Un protocole d'accord a été signé entre les ministères. Je suis heureux d'annoncer que le projet de la rivière Egg a été lancé grâce aux efforts bilatéraux. Il semble que de nombreux accords économiques ont probablement été signés, ou du moins mis en route. Eh bien, du moins sur le papier. Oui, car la plupart de ces projets ont été bloqués par le gouvernement russe pendant des années. Par exemple, lorsque la Mongolie a essayé de construire un barrage à l'intérieur de ses propres frontières, la Russie l'a bloqué. Ils soutenaient que la rivière se jetait dans le lac Baïkal et que cela détruirait l'écosystème. Ils ont toujours utilisé leur influence pour maintenir le contrôle sur le système électrique et l'approvisionnement en pétrole de la Mongolie. Oui. Mais maintenant, pensez-vous que la Mongolie a reçu quelque chose en retour pour avoir accueilli Vladimir Poutine et l'avoir fait de manière si publique? Je ne dirais pas cela. Je ne pense pas que la Mongolie ait obtenu quelque chose de tangible de la part de la Russie cette fois-ci. Je pense que c'était plutôt une démonstration pour Poutine. Il voulait vraiment montrer au monde qu'il n'est pas seul et qu'il peut faire ce qu'il veut dans son propre arrière-cour. C'est ce qu'il a essayé de montrer. Enfant fort. Alors pourquoi le gouvernement mongol accepterait-il cela? Comment pourrait-il ne pas être d'accord? S'il disait non, les Russes pourraient arrêter l'approvisionnement en pétrole et la Mongolie gèlerait en hiver. Le pays entier gèlerait.
Imaginez, Ulaanbaatar est la capitale la plus froide du monde, atteignant moins 40 degrés Celsius en hiver. Elle dépend fortement du pétrole et du gaz russe. C'est vrai. Oui, ils ont du pouvoir. But on the other hand, Mongolia also has had a D'autre part, la Mongolie a également accueilli une impressionnante série de dignitaires mondiaux à Ulaanbaatar l'année dernière. Le pape y était, le président suisse y était, et même Blinken a visité, n'est-ce pas? Oui, Blinken, le président allemand, le président slovène, la famille royale bhoutanaise, le président Lao et David Cameron, vous savez. David Cameron, you know. Lorsque David Cameron était Premier ministre du Royaume-Uni. Donc la Mongolie joue vraiment avec tout le monde en ce moment, n'est-ce pas? Je pense que cette demande de la part de la Russie, si c'était le cas, jouait probablement en faveur de la Mongolie, n'est-ce pas? Yes, I mean that in an ideal world, yes, that would. Oui, dans un monde idéal, c'est ainsi qu'il le présenterait. Il dirait, nous sommes un pays épris de paix. Nous sommes amis avec tout le monde. Nous n'avons pas d'ennemis. Tout le monde est le bienvenu si vous êtes amicaux envers notre pays. Ils ne sont pas liés par des idéologies. La rhétorique autour des conflits, comme l'Ukraine ou Israël-Gaza, est fortement imprégnée d'idéologie. Cependant, dans la vie réelle, les vies humaines ne peuvent pas être discutées uniquement à travers des idéologies. Donc, vous suivez beaucoup de médias mongols, même si vous vivez au Japon. Vous lisez des journaux mongols et les réseaux sociaux. Comment les différentes générations, en particulier la jeune génération en Mongolie, perçoivent-elles le récit occidental sur la guerre Russie-Ukraine? Est-ce présenté davantage comme le fait l'Occident, ou est-ce vu davantage comme un conflit de grande puissance en termes réalistes? Eh bien, je pense que cela a plus à voir avec la capacité de chaque individu à traiter l'information. Oui, mais lorsque vous regardez les médias officiels mongols, présentent-ils les choses de la même manière que les médias occidentaux, ou est-ce plus comme les discussions que nous avons ici sur YouTube? Certainement plus du côté réaliste par rapport à la BBC. Donc, oui, c'est pas mon récit de la BBC. Non, je veux dire, toute cette narration du bien contre le mal n'a tout simplement pas de sens. Non, cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens pour beaucoup de gens qui regardent cela. Malheureusement, cela a du sens pour de nombreuses personnes en Europe qui l'acceptent complètement. Même au Japon, où nous vivons tous les deux, je pense que les Japonais ne sont pas aussi dogmatiques en ce qui concerne les médias ici. Concernant la guerre en Ukraine, ils ont tendance à la voir comme une tragédie. Cependant, il y a certainement une interprétation occidentale. Je pense qu'il y a un fossé générationnel. La génération plus âgée est massivement pro-Russie. Beaucoup d'entre eux ont été éduqués en Union soviétique et ont une image nostalgique de celle-ci et du succès de l'État en Russie. Mais il y a aussi un peu de sinophobie, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est pas juste un peu. Il y a encore une sinophobie significative présente. Mais laissez-moi vous interroger sur ce que nous lisons ici. Le discours de Vladimir Poutine était structuré un peu différemment. Comme il le fait habituellement, il est revenu sur l'histoire. Il a immédiatement fait référence à la Seconde Guerre mondiale, à la Grande Guerre patriotique et à la relation entre les deux pays. Mais c'était le principal objectif de la visite en premier lieu. Cette visite du président russe a lieu tous les 5 ans, lors des anniversaires des batailles de Khalkhin Gol,
la bataille entre le Japon, la Russie et la Mongolie de 1939. Et cette année, il marque le 84e anniversaire de cette bataille. Oui. Pensez-vous que la Mongolie est une meilleure compréhension de l'histoire? Une des choses qui me dérange en Europe, c'est qu'il semble que nous ne nous souvenions que des événements à partir de 2022. C'est comme si aucune relation russo-européenne n'existait avant cela, sauf peut-être en 2014. Cela me rend fou. La situation est-elle meilleure en Mongolie, où les gens sont conscients de la longue histoire avec les Russes et croient en la possibilité d'une issue pacifique avec eux? Oui, c'est absolument vrai. Que pensez-vous de ces plans économiques maintenant? Même Vladimir Poutine mentionne le TPP-3 et les espoirs d'une plus grande interconnexion, y compris en amenant des étudiants mongols en Russie. La Mongolie ne dépend d'aucun pays en particulier pour l'éducation. Vous avez fait une grande partie de vos études au Japon, et la Mongolie a accès à l'éducation étrangère. Pensez-vous que cela augmentera les opportunités pour la Mongolie à l'avenir? Eh bien, je ne suis pas très optimiste à ce sujet. Je ne pense pas que la Mongolie puisse tirer beaucoup de la Russie. Comme je l'ai mentionné auparavant, cette visite a été entièrement initiée par la partie russe. C'était une façon pour Poutine de démontrer son influence dans sa propre région. Du point de vue mongol, ce n'était pas une situation idéale. Ils n'étaient pas obligés d'y consentir, mais ils l'ont fait. Ils peuvent le présenter comme faisant partie de leur politique de centralité plus large, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se distancer de leur position géographique. Ils doivent maintenir des relations amicales avec tout le monde. Je veux dire, la Mongolie n'a jamais soutenu l'invasion russe. Elle n'a jamais exprimé de position pro-guerre dans ce sens. Oui, elle s'est abstenue lors de chaque vote de l'ONU condamnant la Russie, mais elle a envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine. La Mongolie a toujours insisté sur le fait que tous les différends internationaux devraient être résolus par le dialogue et la diplomatie. Elle croit que les Nations unies devraient jouer un rôle plus actif dans la médiation des conflits mondiaux. Ce n'est pas comme la Biélorussie à cet égard. La Mongolie n'est pas dans le camp russe, ni dans celui de quiconque. Elle suit simplement sa propre voie. Pensez-vous? Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me concentre sur les études de neutralité et gère ma chaîne. Je crois que si davantage de pays avaient des politiques étrangères indépendantes et tampons, nous vivrions dans un monde plus pacifique. La Mongolie démontre à quel point cette approche peut être bénéfique. Ce qui est intéressant avec la Russie, c'est que Vladimir Poutine essaie actuellement d'utiliser la voie neutre qu'il a. Juste après sa visite en Corée du Nord, qui était clairement une démonstration de force contre l'Occident, il s'est rendu à Hanoï, au Vietnam. Ce n'est pas un signataire de la CPI, mais il a plus ou moins expliqué ce qui s'est passé. J'ai trouvé cela très intéressant. Nous n'avons pas eu beaucoup d'explications sur ce qui s'est passé en Corée du Nord pendant qu'il était à Pyongyang. Nous les avons eues pendant qu'il était à Hanoï. Et maintenant, il va en Mongolie. Encore une fois, cela semble être un voyage stratégique de politique étrangère. Voyez-vous une chance que cela puisse également augmenter les chances pour le dialogue d'Oulan-Bator et d'autres forums internationaux de petits États de gagner en importance si les Russes veulent maintenant utiliser ce réseau diplomatique? Oui, précisément. C'est le rôle que les États neutres peuvent jouer à tout moment de l'histoire. Il y a des moments où ils sont nécessaires pour des situations comme celle-ci. La Mongolie a déjà démontré ses capacités dans les dialogues de paix
impliquant la Corée du Nord, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, la Chine et la Russie. Je pense qu'elle a une chance de jouer à nouveau un rôle significatif cette fois-ci. Elle entretient des relations amicales avec tous les acteurs majeurs de ce conflit. Savez-vous si des voyages sont prévus prochainement par d'autres hauts responsables étrangers? Non, je suis désolé, je ne le sais pas. Ces choses se produisent très spontanément. Il les annonce environ une semaine à l'avance. La visite de Poutine a été annoncée seulement 4 jours plus tôt. C'est vraiment intéressant, parce que la Mongolie est courtisée par tous les côtés en ce moment. Je veux dire, courtisée ou contrainte dans le cas de la Russie, si votre interprétation est correcte. Mais c'est intéressant que tout le monde semble vouloir aller en Mongolie en ce moment. Oui, et je pense que cela fonctionne bien pour toutes les parties impliquées. Macron a visité la Mongolie l'été dernier, et ils ont convenu d'un accord pour que la Mongolie développe ses propres réacteurs nucléaires pour l'énergie atomique. Les Chinois investissent également massivement dans des projets hydroélectriques. De plus, il y a une coopération avec l'Inde, le Japon et la Turquie. La Mongolie essaie de maximiser les avantages de tous ses partenaires et de développer des relations mutuellement bénéfiques avec chacun. Eh bien, je suis très heureux de l'entendre. Dernière question. Voyez-vous des dangers à l'horizon pour la politique étrangère de la Mongolie ou son processus politique interne? Non, il n'y a pas de grande catastrophe imminente. Lorsque vous avez mentionné la politique interne, c'est aussi un point très intéressant. Au cours des 30 dernières années, les gouvernements mongols ont changé fréquemment. Nous avons 2 grands partis et ils alternent au pouvoir. Cependant, quel que soit le parti au pouvoir, ils n'ont jamais modifié la politique étrangère. La politique étrangère mongole est restée cohérente, maintenant un équilibre entre ses 2 voisins et les équilibrant également avec d'autres partenaires. Cela a été le principe directeur des 30 dernières années et aucun gouvernement n'a osé le réinterpréter de quelque manière que ce soit. Je ne pense pas que cela changera, car la politique étrangère est intimement liée à l'État mongol et à son indépendance, comme je l'ai expliqué plus tôt. L'État mongol actuel ne peut exister sans adhérer à ses politiques de neutralité. C'est le point, et j'espère que les politiciens mongols au sommet le comprennent. Ils semblent comprendre. En interne, non, il n'y a pas de danger majeur. Cependant, du côté étranger, il y a des pressions de toutes parts, Russie, Chine, États-Unis et Union européenne. Malgré ces pressions, je crois que la Mongolie a une chance de les surmonter complètement et de voir des jours meilleurs à venir. Je pense que oui. C'est une note très encourageante pour une fois, une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.